pour ce webinaire, comment devenir un champion en Nouvelle-Aquitaine, on va échanger déjà sur le parcours du joueur vers le haut niveau. On va présenter le pôle espoir est vraiment le club à venir. Et ce que ça peut avoir d'incidence derrière sur le volume d'entraînement à mettre en place, notamment chez les plus jeunes, chez les 6-12 ans surtout, voilà, avant le pôle espoir. On présentera également les compétitions cibles pour chaque âge, voilà, de 6 ans à 12 ans surtout, comme on va se consacrer plutôt à ce public-là. Les dispositifs qui existent au niveau que ce soit de détection et d'accompagnement, et les éléments clés vraiment pour arriver à se structurer vers le haut niveau. Donc, pas hésiter après on fera un petit temps d'échange à la fin. Donc, ce schéma, il représente un peu les étapes du joueur vers le haut niveau, où l'idée, c'était de mettre aussi les rôles de chacun par rapport au haut niveau. Et on voit vraiment que sur les 6-12 ans, le club, ça va être l'acteur principal, surtout au niveau de la fidélisation et de la formation du joueur, de par le volume que le club pourra mettre en place. Et le comité et la ligue aura vraiment un rôle de soutien, que ce soit sur les dispositifs d'accompagnement qu'il peut y avoir au sein de chaque comité au niveau de la région. Et il va y avoir également des dispositifs de détection, d'identification mis en place par la Ligue et d'accompagnement via les stages, le dispositif à venir, les dispositifs qu'on vous présentera un peu par la suite. Après, on voit au niveau de l'aspect développé, où là, la structure, c'est plutôt pôle espoir de 13 à 17 ans, où là, les meilleurs vont se retrouver en général au pôle espoir, au niveau fédéral, et ensuite pôle France relève et INSEP, où là, ça sera plutôt le rôle de la fédération qui sera important. On voulait revenir donc principalement sur du coup, la formation de ces jeunes de 6 à 12 ans et sur les 3 intitulés qui sont donc fidélisés, identifiés et formés. Sur l'aspect fidélisé, on va plutôt cibler, là on est sur les premières années de badminton, les premières licences, et donc ce qui prime, c'est cette notion de plaisir, passer par des situations ludiques, favoriser des oppositions, parce qu'on est quand même sur un sport duel, mais c'est quand même le plaisir, le partage, les rencontres qui vont... Et donc, les premières compétitions, les premières oppositions, on se rend compte qu'en fait, que c'est vraiment un facteur de fidélisation. Par la suite, on a donc cette étape d'identifier. On est sur donc les dispositifs de détection, que ce soit des dispositifs de détection, les dispositifs fédéraux, ou les dispositifs régionaux. Mais là, du coup, l'idée, c'est vraiment d'arriver à distinguer des profils de joueurs, des joueurs qui vont être plus animés par la compétition, qui vont être qui vont avoir un projet. On va déjà parler de notion d'un projet de joueur. On va voir la motivation du joueur, mais surtout distinguer le compétiteur d'un non-compétiteur. Celui qui va être animé par la compétition, on va l'identifier par différents dispositifs. Et ensuite, il y a toute une structuration, une formation qui va se jouer, qui va être proposée à ce joueur. Et donc là, on est sur l'étape de former. Le club ou toutes les autres structures, comme on vient de le voir, le comité, la ligue, vont pouvoir proposer à ce joueur un accompagnement pour qu'il augmente et son volume d'entraînement, mais également qu'il augmente le nombre de confrontations qu'il peut avoir au cours de l'année. Donc, on va l'accompagner sur diverses compétitions. Donc là, juste pour rappel, au niveau du pôle espoir, par rapport au volume de compétition, d'entraînement, donc on est plutôt sur 45 semaines d'entraînement à l'année, avec la préparation physique estivale qui est compris dedans. Donc, il y a 7 séances sur le pôle espoir, voilà, pour information. Donc, il y a tous les jours. Du lundi au jeudi, on est sur du 16h, 19h. On a également le mardi, jeudi matin de 10h à midi et le vendredi après-midi de 15h à 17h. Où là, il y a de la préparation physique, des cycles en préparation mentale, un suivi vraiment scolaire, médical, des aménagements faits pour ça. Donc, nous, là, cette présentation, c'est juste pour décliner derrière en dessous qu'est-ce qui doit être mis en place. Sur le club à venir, on va plutôt cibler un public donc de poussin 2 à minime 1. On va rester quand même sur un volume de compétition important. On est sur 15 à 20 compétitions annuelles et sur une continuité de l'entraînement. On est sur 42 semaines d'entraînement. Ces éléments-là, en fait, c'est des critères qui sont dans le cahier des charges de labellisation club à venir. C'est du coup une volonté de la fédération
fédération de proposer ce volume d'entraînement, ce volume de compétition pour former les joueurs à l'accès au niveau. Juste actuellement, au niveau de la Ligue, du coup, il y a le club de Limoges et le club du Bar qui sont le club à venir. Il y a déjà eu Mont-de-Marsan, Talence, Gradignan qui sont devenus club à venir. Donc, on se rend compte qu'à l'échelle nationale, 2 clubs, c'est pas forcément, c'est peu par rapport à la région. Il y a des régions qui ont 7, 8 clubs à venir, et on se rend compte que c'est un facteur vraiment important pour aller chercher des médailles au niveau national, être dans les tops nationaux, et aussi pour pouvoir s'adapter au volume à l'entrée derrière sur le pôle espoir, pour que ça soit assez progressif. Donc voilà, ça c'est une saison type qu'il peut y avoir par exemple sur un club à venir. Sur quoi il faut tendre si on veut vraiment être dans les meilleurs U13 au niveau national, où on voit vraiment les semaines d'entraînement continu voilà, en bleu foncé. En bleu clair, c'est plutôt les séances réduites voilà, sur les vacances scolaires. Et derrière, voilà, les périodes de repos et de préparation physique. Donc on voit que c'est un volume important. Mais actuellement, chez les meilleurs benjamins en France, c'est le volume qu'ils ont au quotidien. Donc, ce qu'on a voulu ensuite, voilà, on est parti de ce volume-là, avec le nombre de tournois, tout ce qui a été écrit dans les diapos précédentes, le nombre de stages, et on a décliné sur les catégories en dessous. Parce que le club à venir, c'est de poussin 2 à minima. Donc, derrière, ce que ça implique, par exemple, au niveau national, chez les meilleurs poussins 1 actuellement, le volume, il est de 3 à 4 séances par exemple, hebdomadaires d'entraînement. On a décliné également il y a des jours de stage qui sont mis en place voilà, chez ces meilleurs joueurs-là. Et on a décliné voilà, après sur du 8, du mini-bad, du 5 à 7 ans et du baby-bad. Donc, ce qui est important, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y ait une prise en charge et des créneaux dédiés spécifiques pour ce public-là, qu'il y ait une progressivité aussi dans le volume d'entraînement et si on veut vraiment aller vers le haut niveau. Là, on vous fait donc une présentation des compétitions cibles sur un public de 9-13 ans. Donc, ça peut être, du coup, oui, on a un repère qui est des compétitions proposées pour des joueurs à venir, des joueurs de clubs à venir, ou alors des clubs formateurs. Donc, nous sommes du coup sur une étape, on part de l'étape départementale vers l'international. Donc, à l'étape départementale, les compétitions cibles, ça reste les TDJ, trophée départemental jeune. On va bien évidemment parler du championnat départemental. L'interclub, ça va être réservé uniquement pour les plus âgés, et même à partir de minimes. Au niveau régional, on va être donc sur le trophée régional jeune qui regroupe les meilleurs jeunes de la région. On va être sur le championnat régional qui aujourd'hui est qualificatif pour le championnat de France, donc une compétition nationale. Dans les compétitions fédérales, il y a un niveau intermédiaire qui est l'interrégional. Donc l'interrégional, ça regroupe la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. Et donc la fédération propose chaque année 3 étapes du circuit interrégional jeune. Donc c'est pareil, ça regroupe les meilleurs jeunes de ces 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc après, juste au niveau national, ce qui existe, vous connaissez sûrement les SEJ. Il y a des top à venir aussi qui regroupent vraiment les tout meilleurs par génération, que ce soit en général c'est des tops où ils font des poules avec des confrontations sur un week-end où il y a pour vraiment évaluer les meilleurs joueurs de chaque génération au niveau de ces âges-là. Après, au niveau international, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des compétitions comme Olv en Belgique qui regroupe vraiment qui est assez réputé et connu pour avoir un bon niveau de jeu au niveau européen chez les U13 et chez les U15 aussi. Il y a Holzbroek, donc Olv c'est au mois d'avril. Holzbroek, c'est aux Pays-Bas, c'est en décembre, pareil, qui est assez réputé pour regrouper les meilleurs joueurs européens sur ces catégories-là. Cette année aussi, en décembre, on voulait organiser le Lijna chez les U11, U13, U15. C'est une nouvelle compétition sur la Nouvelle-Aquitaine qui a vocation à être internationale et qui va être organisée, qui a été reportée du coup au mois d'août, qui sera du 20 au 22 août. Donc moi, je vous invite à
venir, venir sur cette compétition pour voir vraiment le niveau au niveau. Enfin, l'idée, c'est qu'il y ait des délégations nationales des différentes ligues qui viennent, sachant que c'est en même temps que le U17, il y a un tournoi U17 de Talence aussi en même temps, qui existe depuis quelques années. Et l'idée aussi, c'est qu'il y ait des délégations étrangères qui puissent venir. On verra en fonction des conditions par rapport au Covid. Mais l'idée, c'est d'installer une compétition internationale sur le territoire pour faire découvrir à nos meilleurs jeunes le niveau international, mais aussi faire découvrir à nos encadrants le niveau aussi de cette compétition. Donc l'idée, on avait pour idée aussi de mettre en place des formations continues sur ce week-end-là, pour vraiment que ça soit pas juste une compétition, mais plutôt un événement fédérateur au niveau de la ligue. Au niveau des mini-bats poussins, donc là on distingue toujours pareil des compétitions sous différentes échelles. Donc au niveau départemental, on va avoir l'organisation de RDJ. En fonction des territoires, ça peut être organisé de différentes manières. On peut avoir des RDJ, c'est des regroupements de jeunes, donc mini-bats poussins, où on peut proposer des ateliers sur une demi-journée et des matchs sur cette même journée, atelier le matin et match petite rencontre l'après-midi. Donc on a également les trophées départementales jeunes. C'est une compétition qu'on a vue déjà tout à l'heure, mais donc qui est aussi ouverte, qui peut être ouverte au public poussin, voire mini-bad. Le championnat départemental, comme on l'a vu, et donc le trophée régional jeune qui ouvre aussi son tableau au poussin, tout comme le championnat régional jeune et le trophée régional jeune qui ouvre donc ses tableaux au poussin, tout comme le CIGE. Le brassage national poussin, là c'est donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment une compétition cible pour les poussins et c'est organisé par la fédération. Il peut y avoir 1 à 2 étapes dans l'année. On fait un petit point sur le dispositif à venir qui reste donc central dans la formation du jeune joueur. Donc là, on est sur un dispositif de détection. Il se déroule donc en 4 étapes. On a donc sur la période d'octobre à décembre, on a l'organisation du DAD. Ensuite, on a l'organisation autour de la période février du DAR, donc le dispositif à venir régional, qui va regrouper donc les jeunes identifiés du DAD de chaque des 12 comités départementaux. On va donc avoir un regroupement sur 2 jours de ces meilleurs jeunes. Sur la période d'avril, on a donc le dispositif avenir interrégional. Donc là, ça va regrouper les meilleurs jeunes de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Pour enfin une dernière étape en juin, donc sur les fins de saison, du DAN identification et DAN espoir. Le DAN identification va être réservé aux jeunes Poussin 2, Benjamin 1, tandis que le DAN espoir va être réservé aux jeunes Benjamin 2, minime 1. On voit des relations entre le dispositif à venir et d'autres dispositifs fédéraux. On a donc les joueurs qui atteignent le niveau DAI vont permettre à des clubs d'être labellisés Club Avenir. C'est un des critères pour obtenir la labellisation Club Avenir. Le Club Avenir, du coup, c'est donc un label où il y a une structuration autour d'un jeune identifié, donc, et le niveau d'identification, c'est le niveau DAI. Ça me permet de rebondir. On avait organisé un webinaire spécifique sur la structuration des clubs autour des labels, et donc on a beaucoup parlé du Club Avenir. Le DAN identification ouvre droit aux jeunes donc, qui sont repérés d'appartenir au groupe suivi avenir national. L'idée du SAN, c'est de proposer à différents moments de la saison des regroupements des meilleurs jeunes identifiés, et donc c'est un regroupement national organisé par la fédération également. Au niveau des dispositifs régionaux, donc là, le dispositif avec Club Avenir, on parlait, ça permet aussi d'avoir une aide financière de la fédération de 1 000 euros sous respect du cahier des charges mis en place, c'est-à-dire 8 heures d'entraînement avec une séance indive. Donc voilà au niveau du dispositif Club Avenir. Au niveau régionaux, donc on a un dispositif un peu projet Axepol. Donc c'est pour les joueurs identifiés qu'on a identifiés via le dispositif Avenir, notamment via les stages qu'on met en place au niveau de la ligue, via les retours des encadrants du territoire. C'est qui met en place une aide financière également avec un cahier des charges un peu plus
allégé que le club Avenir, où il y a 2 niveaux. Donc, c'est des niveaux par rapport au volume d'entraînement, au niveau d'encadrement, à l'individualisation aussi par rapport au fait qu'il y ait une séance indiv obligatoire et au nombre de compétitions que le joueur va faire et va être le nombre d'accompagnements en compétition. Donc, ce projet-là, il a pour but vraiment d'aider les joueurs qui ressortent au niveau poussin à minima, au niveau de la pré-filière avant le pôle espoir. Donc, il a pour but d'aider ces structures qui mettent en place un projet vraiment individualisé par rapport aux jeunes. L'objectif également de ce dispositif reste d'identifier les joueurs avec un projet fort et de pouvoir lui proposer par la suite de rentrer sur le pôle espoir. Ou mettre tout en place, du moins, pour y arriver. Ensuite, les dispositifs Minibat Poussin, ça, c'est plus des dispositifs pour regrouper les jeunes Minibat Poussin et pour les détecter, afin d'alimenter le collectif régional sur les stages. Donc, cette année, on n'a pas pu mettre en place la première. L'idée, c'est de mettre en place 3 étapes. Une première étape, comité ou bicomité, donc où il y a, en fonction du territoire, par exemple, il y a des comités qui se regroupent, d'autres qui ont assez de jeunes sur leur territoire où il y a une phase juste départementale. Suite à cette phase-là qui est censée être en octobre, il y a une deuxième étape en janvier qui permet de regrouper, où l'idée c'est de regrouper les meilleurs de la première étape sur les 5 zones qu'on peut voir sur l'image. Donc une zone plutôt sur l'ex-Poitou-Charentes, une zone sur le Limousin, l'ex-Limousin, une zone sur le 47 et le 24 et une zone sur le 40-64, ainsi que la zone girondine qui regroupe beaucoup de licenciés de cette catégorie-là. Et en dernière étape, en juin, c'est de faire une étape régionale sur le Creps à Bordeaux avec les meilleurs. Et suite à ce regroupement, certains jeunes intégreront le collectif régional. Donc pour finir, au niveau des éléments clés, ce qui ressort vraiment pour vraiment arriver à se structurer, à sortir des jeunes de haut niveau, c'est déjà que l'axe jeune, ça doit être un des projets phares, un des axes forts du projet du club. On remarque par rapport au volume qu'on a pu vous montrer, sur lequel il faut tendre, et ça nécessite vraiment une structuration assez importante, mais qui peut, comme on avait pu le voir sur le webinaire avec Julien Soutour de l'AS-BA de Limoges et Rémi Bousseau qui sont du BARP, qui sont les entraîneurs club Avenir, que cette structuration, elle prend du temps, mais elle est faisable. Et ça nécessite bien sûr beaucoup d'investissement, de passion pour arriver à ça. Et après, tout ce qui est formation, le thème qui ressort, que ce soit formation des encadrants, bien sûr, mais aussi formation du joueur identifié. Le premier objectif reste de fidéliser, c'est de faire reprendre goût à l'activité, à tous nos licenciés et plus particulièrement à nos jeunes. La présentation qu'on vous a faite ce soir, c'est vraiment de se dire, j'ai peut-être pas aujourd'hui ce niveau de structuration, mais je sais que pour accompagner mes jeunes, il faut tendre vers ce niveau. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans nos clubs, sur le territoire, on ne peut pas tous devenir club Avenir. Il faut arriver à se dire, si le club a la volonté, un projet jeune fort, c'est d'arriver à tendre vers une structuration, arriver à avoir des créneaux spécifiques pour les plus jeunes et d'arriver à augmenter de saison en saison le volume d'entraînement et le volume de compétition. En effet, ça passe par un projet jeune fort et un projet axé sur la formation des jeunes. Ouais. Pour alimenter ce que tu disais par rapport à l'école primaire, c'est hyper important. C'est une première phase de découverte, mais surtout, ça permet d'identifier des jeunes sportifs et puis ça permet d'alimenter les clubs chaque saison. Ouais. Pour les petits clubs, l'important, ça peut être aussi de mutualiser avec les clubs à proximité pour arriver à trouver du volume supplémentaire ou même, je sais pas, Sébastien, des fois, même toi en tant que comité, peut compléter des fois sur certaines séances, par exemple. Ça peut arriver. Ou même, il y a un créneau hebdomadaire aussi. Par rapport à ce tableau-là, sur l'importance de bien avoir des créneaux dédiés, essayer de se focaliser sur l'encadrement de ce public-là, parce que même si des fois, ça peut être compliqué d'avoir des créneaux dédiés à ce public-là. L'importance aussi d'arriver à... on l'avait vu dans les interventions de Rémi et Julien, ça prenait du temps. Il fallait nouer des relations aussi avec les institutions, la mairie. Il fallait montrer à la mairie aussi que
l'école de jeunes se structurait, évoluait et qu'il y avait forcément des besoins qui grandissaient de saison en saison. Intervenir dans les écoles, ça permet aussi de créer, de nouer des relations au sein de la mairie. Ça peut être une passerelle. Et donc, c'est comme tu dis, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc, chaque année, c'est une bataille avec les autres sports pour arriver à négocier un créneau supplémentaire, une demi-heure supplémentaire pour arriver à mieux organiser les créneaux pour pouvoir augmenter le volume d'entraînement des jeunes. Et ça rejoint ce que disait Sébastien, ça passe ainsi par la formalisation d'un projet, quoi. Il faut vraiment avoir du poids auprès des institutions. Après, chez les plus jeunes, des fois, ce qui peut être intéressant s'il n'y a pas forcément un créneau dans un gymnase, c'est par exemple d'avoir aussi un créneau en plus, je sais pas, dans une salle de motricité pour faire un atelier un peu motricité, maniabilité, que ce soit chez les 5-7 ans ou les poussins. Ça peut être déjà un premier pas s'il n'y a pas... Enfin, s'il y a juste ça de dispo, mais au moins ça montre aussi qu'on a envie d'encadrer ce public-là, d'ajouter des créneaux. Et des fois, il y a des salles de motricité qui existent, qui sont dispo, alors que le gymnase ne va pas forcément être dispo. Ça peut être une des premières solutions, même si ce n'est pas forcément l'idéal, mais c'est à force de mutualiser et de se structurer comme ça que le club aura plus de poids au niveau local.